Bonjour Paul. Bonjour. Vous venez de participer ce soir à cette rencontre entre l'ANAE et des étudiants, des élèves à qui cette association a souhaité donner la parole. Vous êtes étudiant en Sciences Po Bordeaux? C'est tout à fait ça, oui. En 5e année. En 5e année, vous En avez... parcours carrière administrative. Et votre cursus, c'est toujours à Bordeaux, vous l'avez fait? Non, j'ai fait un an d'études à l'Université de Montréal. Sciences Po Bordeaux nous oblige à partir en fait un an. La seconde année se fait à l'étranger. Nous vous avons demandé, et je vous répète cette question, voyons, si vous aviez deux propositions à faire au gouvernement pour que l'école, l'université s'améliore un petit peu, quelles seraient ces propositions? Alors moi, elles seraient de deux types. Une en rapport avec les discussions qu'on a eues ce soir, c'était le numérique sur les environnements numériques de travail notamment. Ce sont des supports en ligne qui permettent à tout le monde d'aller chercher l'information liée au cours qu'il suit. Je pense qu'il devrait être élargi et disposer de contenus libres et gratuits accessibles à tous, et intégrer des podcasts vidéo et audio, voire des contenus rédigés, des cours qui sont dispensés dans les universités, des cours d'amphithéâtre, j'entends. Parce que je pense que l'essentiel de l'enseignement qui se fait à l'université n'est pas seulement dans les connaissances brutes qui peuvent être dispensées dans ces amphithéâtres, mais plus dans l'échange et l'interaction qu'il peut y avoir avec les enseignants sur place. Ce partage de connaissances remettrait l'université dans sa place et dans son rôle, qui est celle de diffuser des connaissances au plus grand nombre et du coup aux citoyens, y compris celui qui n'est pas étudiant, qui n'est pas en contexte d'études, qui peut travailler à côté, qui peut être femme au foyer, qui peut être retraité. Voilà, tous ces cas-là peuvent se retrouver et suivre des cours en ligne si ça l'intéresse. Et ça, c'est le rôle de l'université, à mon avis, diffuser des connaissances. Donc faire en sorte qu'on puisse trouver sur l'internet, sur le net, l'ensemble des cours que diffuse l'université en ressources éducatives libres. Tout à fait. Un certain nombre d'universités anglo-saxonnes le font déjà, et c'est un élément à la fois de prestige pour elles, puisque ça montre la qualité des enseignements qui sont dispensés dans les universités, et puis un élément citoyen aussi, parce que je pense que plus les citoyens sont éduqués, quel que soit le domaine, mieux c'est. Le seul atout de passer en présentiel des évaluations, des enseignements, c'est tout simplement d'avoir un diplôme qui est valorisable sur un CV, etc. Mais bon, avoir la connaissance, accéder à la connaissance brute, ça devrait être accessible à tout le monde. Et laisser ce champ libre, c'est laisser le champ au privé, aux individus via Wikipédia libres de diffuser des contenus, mais le faire en tant que public et enseignement public de qualité, je pense que c'est indispensable et c'est un enjeu immense pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Alors, aujourd'hui en France, si on veut se positionner comme puissance de la connaissance demain sur la course et la concurrence qu'il y a entre les puissances de la connaissance dans le monde occidental, c'est indispensable de le faire. Alors justement, les Massive Open Online Courses, les MOOC, ont un succès fou actuellement dans le monde. Le nombre d'étudiants qui s'y inscrivent se chiffre par millions. Vous pensez que c'est la solution? C'est pas la solution unique. Je pense que la solution passe par deux choses. Trois peut-être. La première, c'est cette disposition. Je pense que c'est un outil pour diffuser encore une fois la connaissance brute. Le second, c'est repenser l'université à partir de cet élément-là. Le numérique existe, on ne peut pas faire sans. Il y a des gens qui diffuseront de toute façon des connaissances en cours libre. Donc il faut que l'université se réinvente à partir de ça. Et se réinventer, c'est penser l'échange, penser des cours en petits groupes de manière à échanger sur les connaissances qu'on a acquis en ligne avant ou pendant l'université et apprendre à critiquer les connaissances qu'on reçoit sur Internet. C'est-à-dire savoir bâtir un raisonnement scientifique, savoir annoter des références, dire d'où vient l'information. Et ça peut être offert par l'université. Apprendre à savoir, tout simplement. Et c'est pas très difficilement accessible sur Internet. Donc il y a un atout pour l'université. Et la troisième chose, c'est faire qu'on se sente bien à l'université. Et là, je pense que ça va dans le sens de plus de réussite des étudiants et de plus de diffusion des connaissances à l'université. C'est tout simplement penser la vie de campus, comment on vit bien à l'université. Aujourd'hui, ce sont des enclaves dans la ville souvent. Les universités américaines, les universités anglo-saxonnes, mais pas seulement, les universités allemandes aussi, ont compris que amener les étudiants à se sentir bien sur les campus, à avoir des activités sportives, culturelles, tout un tas de services à leur disposition sur les sites universitaires, les amener à rester sur l'université. Et c'est aussi une façon de repenser l'université française à l'aune du XXIe siècle. Tout simplement, c'est un enjeu d'avenir. Alors, deuxième proposition.
Alors la deuxième proposition, elle me vient des pays plus nordiques tels que le Danemark par exemple qui a mis en place, c'est un droit à la formation, une sorte de crédit de formation. On aurait un temps de formation universitaire dans le supérieur disponible pour chaque citoyen qui sortirait, qui est bachelier ou pas d'ailleurs, ça peut être élargi à toute la population en disant on a 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans de formation supérieure offerte par l'État à tout le monde. Et ce qui inclut également de prendre en charge le coût de la vie pendant la durée de cette formation, c'est-à-dire payer les étudiants, payer les gens qui sont en formation pour leur permettre de s'interrompre au cours de leur vie dans leur travail et d'aller suivre des formations. C'est un outil de lutte contre le chômage, évidemment, parce que souvent le chômage est lié à des dysfonctionnements du marché du travail, donc une inadéquation entre les travailleurs et le marché du travail. Donc se reformer pour un nouveau métier, c'est important, et ça, c'est très peu offert aujourd'hui parce que les gens ont du mal à revenir à l'université. Ça implique encore une fois de repenser l'université et de son mode de fonctionnement pour être plus ouvert et ne pas simplement s'inscrire dans des parcours académiques et destinés à la recherche, plus se destiner à la vie active et donc du coup faire de la pluridisciplinarité, intégrer des formations plus en adéquation avec le marché du travail. Et enfin, ça implique de prendre en charge un certain nombre de modalités de vie sur le campus. Je pense aux crèches universitaires qui sont inexistantes. Je pense adapter l'université à tout le monde. Et bon, ce crédit-là, évidemment, ça coûte très cher. Mais c'est un pari de la société de la connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 10% de chômage et que c'est inexorable. Ce n'est pas un pari viable, à mon avis. Et dire au contraire, on va financer le fait que les gens puissent revenir à l'université se former, c'est un pari sur l'avenir. En clair, ces crédits-là, on pourrait les utiliser d'un coup, comme étudiant. Tout à fait. Et en fonction d'ailleurs de la situation aujourd'hui, on pourrait se consacrer véritablement à ses études et ne pas être obligé de travailler pour payer ses propres études. Et si on n'a pas envie d'utiliser donc à ce moment-là de la vie, on peut le mettre en place tout au long de sa vie. C'est un petit peu votre proposition. Tout à fait. Et puis c'est une réflexion globale sur les aides sociales ou les apports sociaux que peut apporter l'État, parce que ça a été mis en place au Danemark, mais ça a été de pair avec une révolution également sur les régimes de retraite, puisque ça permettait également de prendre des moments de pause dans sa vie, pour des années sabbatiques ou autres, et donc de cotiser avec des crédits de toute sa vie pour la retraite, et de pouvoir prendre des crédits au cours de sa vie pour être en pré-retraite et puis reprendre sa vie active après. Donc c'est une réflexion globale sur comment on adapte à chacun des parcours, à chacun des choix, les aides sociales que peut apporter l'État, à la fois sur la formation mais également sur les temps de loisirs. Mais moi, ma proposition se concentre évidemment sur l'université et je pense qu'effectivement ça va en lien avec la formation tout au long de la vie et l'adaptation de l'université à l'ensemble des citoyens, pas seulement aux étudiants qui sortent du bac et puis particulièrement des bacs généralistes et puis plus spécifiquement des gens qui ont mis des mentions bien ou très bien à ces bacs généralistes, parce qu'il y a une sélection énorme qui s'est fait aujourd'hui à la rentrée de l'université, qui ne permet pas aux étudiants de réussir à l'université. Donc repenser l'université dans ce sens-là, c'est aussi essayer de dire tout le monde a le droit de réussir un parcours dans l'enseignement supérieur, quel que soit son parcours avant et quel que soit son parcours après. On peut très bien rentrer en apprentissage, rentrer dans la vie active à 16 ans ou à 18 ans après le bac et revenir ou avoir envie de revenir à l'université pour faire un master, un doctorat ou simplement une licence beaucoup plus tard dans la vie. Mais dites-moi, Paul, ces propositions, vous les avez faites, vous, Ah oui, je les ai fait. Alors, vous avez fait dans quel contexte? Alors, moi, je les ai portés aux assises territoriales de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque le ministère a engagé une grande réflexion, un grand débat national en 2 temps. Territorial d'abord, donc qui se passait au niveau régional. J'ai été interpellé puisque j'étais coordinateur étudiant sur la fusion des universités à Bordeaux. Donc j'ai fait des propositions pour réformer la loi LRU, loi relative à l'autonomie des universités. C'est liberté et responsabilité des universités, le sigle exact. Tout à fait. Et puis pour faire des propositions plus larges sur la vie des étudiants et la formation en général. Donc dans ce cadre-là, moi j'ai fait ces propositions-là, parmi d'autres propositions. Puis bon, ça n'a pas été retenu dans les assises nationales puisque j'ai participé aussi aux assises nationales, mais bon, peut-être que un jour ça refera surface et que ça fera sa petite boule de chemin. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Oui, bien sûr. Remettez votre ouvrage. Tout à fait. Mais je pense que c'est des réflexions qui sont difficiles à entendre, notamment dans une communauté universitaire qui est très
conservatrice. Elle vote à gauche, donc elle pourrait passer pour progressive, et en réalité, elle est composée de tout un tas de corps extrêmement conservateurs. Les professeurs de l'université sont très attachés à leur indépendance, mais aussi à un certain nombre d'avantages dont ils disposent. Ils sont très opposés à un certain nombre d'évolutions qu'ils pourraient subir, ou être contraints de subir, notamment le numérique, mais pas seulement. Enfin, les formations de tournée de la vie, ils ont du mal à s'y mettre également, et à adapter les niveaux de leurs cours à tout public. Et puis d'ailleurs, les assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche se passaient dans le Collège de France, qui a cette vocation-là, justement, d'offrir le savoir et la connaissance la plus pointue à tout le monde, en libre disposition, qui fait un travail énorme sur le numérique, de mise à disposition de cours en ligne, à la fois en numérique et puis en podcast, que toutes les universités ne font pas. Mais ce que ne comprennent pas les universitaires, c'est qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que tous les autres le font. Que ce soit les universités anglaises, allemandes, américaines, tout le monde se met à faire ces cours en ligne ouverts, à s'ouvrir sur la cité, à se mettre en lien avec ce que fait le collègue de l'autre côté de la planète, à écouter des cours de l'autre côté de la planète. Et si on ne le fait pas, le risque, c'est qu'on laisse s'échapper des centaines d'étudiants, des millions d'étudiants, vers des cycles étrangers. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout d'enseignement supérieur et de recherche en français de qualité pour tous. Et ça, c'est très dramatique. Ce serait la pire des choses pour un enseignement supérieur français, à mon avis. Merci Paul. Je vous en prie.